Non, puis... Il avait des projets, il va travailler avec la petite, il voulait s'acheter un terrain pour se mettre avec son camping-car et puis avec sa copine. Non, il... Je réalise pas, je veux même pas y croire en fait. C'est surtout ça, je veux pas y croire en fait que... qu'on va plus pouvoir le soir se promener. Quelques jours plus tôt, Guy Trompa a appris la mort de son fils unique, Kevin, 21 ans. Il avait disparu 3 mois plus tôt avec sa petite amie, Leslie, 22 ans. Le couple vivait alors un bonheur en apparence sans ombre, sous le regard de Karine, la belle-mère du jeune homme. Ils étaient inséparables, des inséparables. Ah oui. Des inséparables. L'un n'allait pas sans l'autre, en fait. Voilà. Et puis même si je quittais quoi une demi-heure, c'était envoyer tout de suite un texto. Quand il parlait de Leslie, c'était ma petite femme, ma chérie. Voilà, c'était vraiment des mots doux. Et puis un sourire, ouais. Il avait des étoiles dans les yeux, de toute façon. Kevin et Leslie auraient été tués après un guet-apens, tendu par 3 jeunes de leur entourage. Le premier, Tom, comptait parmi leurs meilleurs amis. Et il aurait menti aux proches du couple pendant des semaines. Kevin et Leslie vivaient à Praec, un petit village des Deux-Sèvres. Ils logeaient dans cette maison, prêtée par leur ami, Tom. Le 25 novembre, vers 18h30, le couple se rend chez un voisin qui les a invités pour partager une blanquette de veau. Nicolas, leur hôte, se souvient d'une soirée banale. On a mangé, après on a joué un peu à la console, et puis on discutait, on rigolait. Et puis après, avant qu'ils partent, je leur ai dit, restez dormir à la maison si vous voulez. Et ils disent, non, il y a le chien qui est chez Tom, non, rentre. Puis moi j'ai fermé les volets, j'étais couché, et puis voilà. C'est la dernière fois que Kevin et Leslie sont vus vivants. Ils ne répondront plus jamais sur leur téléphone et semblent s'être volatilisés avec leur chien, Onyx. Au bout de quelques jours, leur famille alerte les gendarmes. Et le 8 décembre, leurs vêtements et leurs papiers d'identité sont découverts dans une benne à vêtements à 50 km de là, à Puyraveau, en Charente-Maritime. Guy, le père de Kevin, pense tout de suite à un enlèvement, peut-être pour un motif crapuleux. Le jour de sa disparition, Kevin aurait eu avec lui une grosse somme d'argent en liquide. 30 000 balles, il avait 30 000 balles, ça faisait 2-3 ans qu'ils avaient passé. Ça faisait 2-3 ans qu'ils avaient passé. Tout l'argent à ses anniversaires, tous les boulots qu'il faisait, cet argent-là, ça faisait longtemps, ça faisait 2-3 ans qu'il économisait. Ça, c'était pour s'acheter un terrain, ça. Il m'a dit qu'il avait rendez-vous avec un de ses copains à lui, là, pour acheter un petit peu de... Et bon, la vente s'est faite, hein, il l'a acheté, mais c'est pas beaucoup, je pense. J'ai téléphoné à Kevin, et au même moment, c'est là, il me dit, papa, il y a une voiture louche, il y a 5 mecs, des têtes de tueurs, quoi, des sales gueules. Ils sont presque arrêtés devant lui, sous le trottoir. Donc directement, il a mis sa main sur sa sacoche. Alors, qui c'est qui a dit qu'il y avait de l'argent? Pourquoi ils se sont fait enlever, les petits? Je sais pas. Selon Guy, en tout cas, la seule personne alors au courant pour l'argent liquide était Tom Trouillet, l'homme qui hébergeait Kevin et Leslie. Les 3 amis se sont rencontrés plusieurs années auparavant dans des free parties organisées dans la région. Théo et Léa y participaient aussi. Tous font partie de la même bande. On se rejoignait tous pour un objectif, décompresser, faire la fête, et tout se passait bien. Personne ne remarquait qu'il y avait une anomalie,
personne s'embrouillait avec personne, on était soudés, on était une famille. Kevin avait quelques contacts pour avoir de la cocaïne, donc voilà, on est tous dans le monde de la free party. Et Kevin, c'est vrai que se faisait un petit peu de sous pour finir les fins de mois et nous arrangeait aussi pour trouver du... Lors de ces fêtes, Tom Trouillet, que l'on aperçoit ici sur cette vidéo, aurait également revendu un peu de cocaïne en lien avec Kevin. En apparence, pas de conflit entre les deux amis. Mais après la disparition du couple, Tom va avoir un comportement étrange et va notamment chercher à rassurer la bande. Le jour où ça s'est passé, en fait, de la disparition, Tom m'a rassuré en me disant « Vous inquiétez pas, il est parti en vacances, ils vont revenir, ils avaient besoin de prendre du temps pour eux. » Et voilà, donc au début, on y croyait, on s'inquiétait pas plus que ça, jusqu'à ce qu'une de ses amies, en fait, prenne contact avec moi et me dise « Théo, il y a un problème. Kevin ne met plus de snap, il est parti. Enfin, il se passe quelque chose. » Dans les jours suivant la disparition, Tom tient des propos incohérents au sujet du couple. Notamment auprès de Florian, un très bon ami de Kevin, qui s'était vite inquiété de ne plus avoir de nouvelles du jeune homme. Le soir du 25, Kevin m'a demandé « Tiens, ma poule, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Est-ce que tu veux qu'on se voie ou pas ?» Pendant 3-4 jours comme ça, j'ai essayé de l'appeler, il répondait pas. Je dis bah, « Tiens, je vais appeler Tom parce que Tom est toujours avec. » J'appelle Tom, il me dit « Non, j'ai pas de nouvelles et tout. » Puis après, j'insistais. Et c'est là que, par Snap, il m'a dit Kevin est défiguré, Leslie, ça va, mais ils sont pas dans un bon état d'esprit. » Mais quand vous lui disiez, comment tu sais ça que Kevin il est défiguré? Je passerai t'expliquer, qu'il me dit, ma poule. Je passerai t'expliquer. Il est passé un soir à la maison, je lui ai parlé. Et jamais, là, il n'a jamais rien dit. Ah, mais non, mais je sais pas. Ou après, j'ai été peut-être défoncé, ou truc comme ça. Entendu par les gendarmes, Florian rapporte immédiatement ses propos inquiétants. Pour autant, Tom Trouillet ne cherche pas à se faire discret. Le 5 janvier, le jeune homme de 22 ans participe à une battue organisée à Praec. De ce qu'il y a à faire, à une tête du groupe, et après vous verrez ça tous ensemble une fois rendus sur place. Et quelques jours plus tard, il accepte même de nous rencontrer dans une forêt, dans laquelle il disait effectuer des recherches seul. Tom témoignait alors anonymement. Kevin, c'est un garçon, comment tu le décrirais? C'est un super bon gars. Et Leslie? Ma petite sœur. Et c'était clairement ma confidente, ma meilleure amie. C'est quand que vous voyez pour la dernière fois? Alors moi, je les ai vus à 17h, 17h30 chez moi. On se la bise, on rigole, on fume une douze de courte clope. Et puis après, je leur ai filé les clés. Et puis je suis parti sur les coups de 18h en teuf le soir. Un alibi qui interroge les enquêteurs. Aucun élément ou témoignage ne confirme l'existence de cette fête. Le 28 février, Tom Trouillet est placé en garde à vue. Et l'enquête s'accélère. Le lendemain, un deuxième homme est interpellé. Il s'agit d'un ami de Tom et Kevin, Nathan Badji, 22 ans. Coïncidence troublante, il habite Puyraveau, la commune où avaient été retrouvés les effets personnels de Kevin et Leslie. Et durant la nuit de la disparition, son téléphone aurait borné au même endroit que celui de Tom. Dans la foulée, un ami de Nathan est lui aussi arrêté. Enzo Chala, 23 ans. Sur l'indication de l'un des 3 suspects, le corps de Kevin est découvert le même jour dans un champ, près de Puyraveau. Celui de Leslie est retrouvé à 5 km le lendemain, dans ce bois. Les 2 corps étaient recouverts de chaux, un produit chimique qui accélère la décomposition. Et selon les premières analyses, Leslie et Kevin auraient été tués avec un objet contondant, une batte de baseball ou une barre en fer. Les 3 hommes sont mis en examen pour enlèvement et séquestration, modification de scène de crime, et pour Enzo et Nathan, assassinat. C'est de la barbarie. À les avoir tapés comme ils ont tapé,
les enterrer comme ils les ont enterrés, avec de la chaux et tout ça, c'est bien de la barbarie. Je sais même pas si on va pouvoir voir les petits, parce que d'après ce que j'ai compris, ils sont trop esquintés. Ils sont acharnés dessus, ils se sont acharnés. Au moment de la disparition de Kevin, Guy n'avait pas revu son fils depuis plus d'1 mois. Il était en prison après une bagarre. Malgré l'enfermement, il avait gardé espoir de retrouver Kevin, avec notamment le soutien de Tom. Il passait, moi, à 1h, 2h du matin, à la prison, il klaxonnait, hop, je me mettais à la fenêtre, puis il me causait, il me disait « Tiens le coup, Guy, tiens le coup, Guy ». Un truc de fou, il me disait ça, il est passé pendant au moins 2 mois, là, toutes les semaines, il passait. Il me disait « Tiens le coup, Guy, on va les retrouver, j'en suis sûr ». Comme ça qu'il me disait. Et à un moment donné, il m'a même dit vous êtes des parents pour moi, en fait. Mais comment on peut dire ça? Il me dit voilà, vous êtes des parents pour moi. Comment on peut dire ça au téléphone à quelqu'un alors qu'on sait ce qu'on a fait? Guy connaît aussi très bien Nathan Badji, le second suspect. Celui-ci avait passé tout l'été précédent avec Kevin, le long des berges du marais Poitevin. C'est là que la bande de copains, dont Jérémy, se réunissait pour faire la fête. On venait là, et on faisait des barbecues là, on faisait des soirées avec des enceintes. On était bien tout l'été, que ce soit en journée comme de nuit, on était bien, quoi. Nathan Badji et Tom, ici sur cette photo, venaient sur cette rive pour pêcher, notamment avec Kevin. Badji est décrit comme fantasque et provocateur. Le Badji, ses réactions, c'était rien que quand on lui a demandé son prénom, c'était « je ne m'appelle pas ». Puis après, il nous a parlé comme quoi il avait des caches et tout le bazar dans son camion. Donc, j'étais stupéfait d'entendre ça, parce que vu que c'est la première fois que je voyais cet homme qui nous dit ces informations comme ça. Badji est connu de la justice. Il a été condamné en 2019 pour usage de stupéfiants. Avec son camion, il voyage dans toute l'Europe, n'a pas d'emploi fixe et, selon ses amis, vit de petits trafics en tout genre. Il racontait des trucs à moitié de fou, comme quoi qu'il séquestrait des gens. Il était tout le temps ce mec, donc après, est-ce que c'était vrai, est-ce que c'est pas vrai, mais ça m'étonnerait pas. Badji, vous voyez qu'il manquait une case. C'était un mec, il était... Ah ouais, même moi, j'ai pas peur des personnes, mais un mec comme ça, j'aurais pas confiance. Un profil très différent de celui d'Enzo Chala, le 3e mis en examen. Nous avons pu joindre par téléphone un ami proche des 2 suspects. Enzo, ça fait des années que je le connais. C'est une personne c'est timide, réservée. Enzo, ça fait même pas de mal à une mouche. Il n'aurait jamais pris les devants pour faire un truc comme ça. Donc il a dû agir sous la menace, sous la pression. Si jamais il a fait quelque chose, il n'aurait pas niqué sa vie pour faire un truc comme ça. Vous pensez qu'il s'est fait embarquer par Badji? Je sais pas, j'espère pas. Une grande part de mystère demeure sur les raisons et le déroulé du guet-apens. Qui étaient les hommes dans la voiture qui surveillaient Kevin? Existait-il un conflit lié à la drogue? Les 3 suspects convoitaient-ils la grosse somme d'argent liquide détenue par Kevin ce jour-là? Et pourquoi Tom aurait-il voulu faire du mal à ses meilleurs amis? Son mobile n'était peut-être pas uniquement financier. Tom était fou amoureux de Leslie. Après, quand j'en parlais à Leslie, Leslie le voyait différemment. C'était un ami très proche, un proche plus, on peut dire ça comme ça. Sauf que Tom le voyait pas du tout de la même façon. Alors que Tom hébergeait la jeune femme et Kevin, il n'aurait pas supporté de voir leur idylle se nouer sous ses yeux. Leslie dormait en haut, à l'étage, et en fait, elle ne montait pas le soir. Et du coup, Tom s'est posé des questions. Et donc, au final, c'est qu'elle restait avec Kevin en bas, quoi. Donc Tom a eu des doutes et il a regardé sur le téléphone à Kevin et il a vu que du coup, ils sortaient ensemble, quoi. Il nous disait qu'il était content pour eux, mais on savait très bien que c'était faux.
Les parents de Leslie n'ont pas souhaité s'exprimer après avoir appris le décès de leur fille. Ses deux meilleures amies, Chloé et Lucie, espèrent, elles, un jour comprendre dans quelles circonstances exactes Leslie leur a été arrachée. Elle est belle, la crevette. Ouais. Ça va être dur, mais je pense qu'il nous faut aussi cette vérité-là de comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là, tout ça. Faut qu'il paye, en fait. S'il paye pas, c'est injuste, en fait. Kevin, c'était quelqu'un de bien, enfin voilà, il était très timide au départ quand tu le connaissais pas, mais au final c'était quelqu'un de très bien, très gentil. Et Leslie, c'était pareil, enfin, elle méritait de vivre, elle méritait de faire ses rêves, et elle était toujours là pour tout le monde, donc ça c'est injuste. Les avocats des suspects ont refusé de répondre à nos questions. Toujours présumés innocents à ce jour, les 3 jeunes hommes encourent entre 30 ans et la réclusion criminelle à perpétuité. Tout, je note tout. Tous les contacts qu'on a pu avoir. Ce qu'on a pu nous dire, retracer sa journée aussi, ce qu'on a fait, avec qui nous contacte. Tous les appels à témoins, je les ai notés dessus aussi. Très inquiet avec sa compagne Émilie, Patrick n'a plus de nouvelles de sa fille Leslie, ni de son petit ami Kevin, depuis bientôt 2 mois. On n'a aucun scénario qui est mieux que l'autre dans nos têtes, c'est l'enfer en permanence. Accident de la route, hein. Bon, ça c'est triste et malheureux, c'est tout ce que vous voulez, mais au moins on sait que, voilà. Mais vous imaginez, on est entre 2 choix, on est soit elle est morte, soit elle est encore vivante, mais c'est trop difficile, c'est trop difficile. C'est long, ça fait longtemps maintenant, donc... 50 jours, sans le moindre signe de vie. Leur relation amoureuse avait débuté 3 semaines avant leur disparition. Un jeune couple qui semblait vivre un amour idyllique. Leslie, 22 ans, est peintre en bâtiment, passionnée de tatouages et d'animaux. Elle ne se séparait jamais d'Onyx, un staff croisé malinois, lui aussi disparu. Kevin, lui, a tout juste 21 ans. Après avoir travaillé dans la restauration, il a enchaîné les petits boulots sur le marché de Niort et sur des chantiers. Décrit comme bon vivant, il aime la chasse et pêcher avec ses amis. Des parents divorcés et un père en prison pour des faits de violence. Le couple participait souvent à des rave parties et vivait à droite, à gauche, chez leurs parents et chez leurs amis. Avant leur disparition dans la nuit du 25 au 26 novembre dernier, Leslie et Kevin vivaient à Praec, dans les Deux-Sèvres, une commune de 2000 habitants. Le couple était logé dans cette petite maison, chez Ben, un ami qui préfère vivre dans son camion. Et j'ai logé Kevin à partir du mois de mai. Et Leslie, je l'ai logé un petit mois avant leur disparition. Ouais. Et tout se passait bien, quoi. Et puis ils se sont mis ensemble très rapidement. Apparemment, ils ont eu un gros coup de foudre. J'étais content pour eux, quoi. Super sympa. Le jour de leur disparition, vers 17 h, Ben leur rend visite avant de partir en week-end voir sa famille. Ça se passe comment là, quand votre entrevue? Bon, comme d'hab, quand on se voit, on se la bise, on rigole. Petite bière, petite clope, et après ils ont préparé leurs vêtements. Il y avait 2 gros sacs poubelles et 6 poches de course, quoi. 4 ou 6 poches de course, une connerie comme ça. Ils voulaient, je sais pas, peut-être s'installer en attendant chez le père et Kevin, là. Donc ils ont récupéré leurs derniers vêtements, donc voilà, quoi. Ben s'en va. C'est la dernière fois qu'il verra le couple. Vers 18 h 30, Leslie et Kevin se rendent à pied, sans leur chien,
chez un ami quadragénaire qui habite à quelques mètres de là. Dans cette autre maison. Au programme ce soir-là, un petit dîner autour d'une blanquette de veau. Attention, voilà. Karine Pratt, la belle-mère de Kevin chez qui il loge parfois, est venue à cette soirée lui remettre une enveloppe. Il m'a dit, est-ce que tu peux aller chercher l'enveloppe de sous qu'il y a dans ma chambre. Elle contenait pratiquement 5 000 €. Voilà, donc, puis on se faisait confiance. Donc je lui ai dit, bah oui, dis-moi où c'est. Et puis je suis allé la chercher. Parce que je sais qu'il économisait. Donc quand il avait allé au marché, au moment de Noël, il faisait beaucoup d'heures. Ça fait beaucoup d'argent quand même, 5 000 € d'économie. Ah bah oui, je me suis pas posé plus de questions que ça non plus. Hein. Bon, après, il y a des choses... Kevin, il faisait ses affaires, il était grand. Par contre, il était très démerdard. Il vendait ses gibiers aussi de la chasse, comme à la pêche aussi. Hein. Comme je vous ai dit, voilà. Hein. Ce qui pouvait lui rapporter des sous, il le faisait. Hein. Selon elle, Kevin avait déjà environ 5 000 € sur lui à la soirée. Vers 21h30, c'est donc avec 10 000 € en poche qu'il quitte le dîner. Kevin dit à sa belle-mère avoir rendez-vous sur la place du village. Il compte acheter une voiture d'occasion à un particulier. Puis, un quart d'heure plus tard, il revient à la soirée et raconte à sa belle-mère qu'il aurait fait en chemin une rencontre inquiétante. Moi, il m'a dit il y avait 5 personnes dans une voiture, il fait louche quoi. Et puis je lui ai dit voilà, tu les connaissais? Il m'a dit bah non, parce qu'autrement s'il les connaissait, il aurait été les voir, mais il ne se serait pas inquiété comme ça. Peut-être surveillé ou enregistré. Pendant notre interview, oui, c'est moi, ça va? Le père de Kevin et compagnon de Karine appelle depuis la prison où il est incarcéré. Nous apprenons que depuis sa prison, le père a eu son fils au téléphone ce soir-là. Sur haut-parleur, tu permets? Il m'a dit, bah là, il y a une voiture blanche qui a ralenti devant lui, là, et avec 5 têtes brûlées, des têtes de tueurs. Il m'a dit, bah, j'ai eu peur, parce que c'est que c'est ma femme, et il a peur comme ça, mon fils. Vers 3 h du matin, la soirée se termine. Le couple quitte la maison. Plus personne ne les reverra. 2 jours plus tard, Ben revient chez lui. Il trouve les clés dans leur cachette habituelle, derrière les enceintes posées dans le jardin. La porte fermée, close. Le lit n'avait pas bougé, rien n'avait bougé, juste leur sac de vêtements qu'ils avaient récupéré, quoi. Et je suis vraiment passé en coup de vent, et c'est après quelques jours qu'on s'est vraiment inquiété, parce que pas de nouvelles, rien que dalle, c'était bizarre. Ils ont apparemment pris leurs affaires et leur chien Onyx. En revanche, la voiture de Leslie est toujours là. Et le camion de Kevin est resté à Coulon, à côté d'un cabanon qui appartient à son père. Une semaine après leur disparition, le 3 décembre, la famille de Leslie alerte les gendarmes d'Aigrefeuille-Dony. Les enquêteurs leur apprennent que le portable de Leslie aurait borné une dernière fois à Niort le lendemain de leur disparition. Le couple aurait-il décidé de partir volontairement? Non, c'est impossible. Elle faisait ce qu'elle voulait, pourquoi elle aurait fugué? Elle était nourrie, logée, blanchie à la maison et sans aucune contrainte. Pourquoi? C'est pas une gamine qui était dans l'adolescence et qui faisait une crise d'adolescent. On lui cassait les pieds, elle allait dormir chez un ami. Elle faisait ce qu'elle voulait. Selon son père, Leslie ne serait jamais partie sans son 2e chien, Baiko. Patrick était aussi en train d'aménager le camion de sa fille, qui prévoyait de s'installer sur un terrain plus proche de ses chantiers. Donc il y a un frigo, il y a un four, il y a un chauffage, il y a une douche, des panneaux solaires, c'est un camion autonome, quoi. Kevin, lui, a laissé son fusil de chasse et ses équipements de pêche dans le garage de Ben. Un matériel qui l'accompagnait à chaque déplacement. Si Leslie et Kevin ne sont pas partis volontairement, que s'est-il passé? 3 semaines après leur disparition, le 8 décembre, des affaires personnelles du couple sont retrouvées dans l'un de ces conteneurs de recyclage de vêtements, à Puyraveau, à 1 heure de la maison de Ben. À l'intérieur, le permis scooter de Kevin, des habits de travail et des chaussures appartenant à Leslie.
Fin décembre, la justice prend une nouvelle direction et ouvre une enquête pour enlèvement et séquestration. Kevin et Leslie ont-ils fait une mauvaise rencontre à l'issue de leur soirée? Dans ce village habitué au calme, personne n'a rien entendu, ni cris, ni aboiement de chiens. Face au mystère, chacun y va de son hypothèse. Le père de Leslie pense à un crime vénal. On parle du vénal parce qu'il y a de l'argent en compte. D'après les dires de Mme Pratt, il avait 10 000 euros. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a 10 000 euros dans le liquide, dans les poches, à 21 ans. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui s'est passé, on ne sait pas quoi, mais il y a quelque chose. Un autre élément intrigue. Selon l'ami chez qui la soirée s'est déroulée et que nous avons joint par téléphone, Kevin ne serait pas allé à un rendez-vous pour acheter une voiture, comme il l'avait dit à sa belle-mère. Je sais qu'il avait du cannabis sur lui tout le temps. Après, il dépannait des gens, il dépannait ses potes. Quand il est parti de chez moi, il dépannait un pote. À quoi auraient donc réellement servi les 10 000 euros que Kevin avait sur lui? Devait-il de l'argent sur fond de trafic de stupéfiants? Une hypothèse à laquelle ne croit pas son père. Ça, c'est un ou deux grammes de shit, peut-être quand il veut fumer un joint. Et puis, non, ils sont entre potes, il n'y a pas d'histoire de deal, il n'y a rien du tout. Ah non, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'histoire de deal. Il ne doit pas de thune à personne. Non. Ah, bah, surtout lui, il est prêt de ses sous en plus, Kevin. Ah bah non. Et puis, non, un sou, c'est un sou. Et puis, non, il a toujours été réglé. Les 5 hommes que Kevin dit avoir croisés cette nuit-là auraient-ils quelque chose à voir avec la disparition? Ces derniers seraient-ils revenus plus tard dans la nuit pour s'en prendre à lui et par la même occasion à Leslie et à son chien? Il y a 10 jours, un dernier élément troublant est venu épaissir le mystère. Au moment de la battue citoyenne, la voiture de Karine, la belle-mère de Kevin, aurait été forcée. Le cabanon du père, lui, aurait été fouillé. Que recherchaient le ou les intrus? Y a-t-il là encore un lien avec la disparition du couple? Les enquêteurs ont entendu des dizaines de personnes, la famille et les proches. Ils ont saisi les vidéosurveillances d'une banque, dont l'une des caméras donne sur la rue du domicile de Ben, là où le couple aurait pu être vu pour la dernière fois. Les enquêteurs ont également fait appel à une équipe cynophile à Praec. Et des plongeurs ont sondé le marais Poitevin. Pour l'instant, la justice n'a fait aucun commentaire sur la disparition de Leslie et Kevin.